Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tuto Revit et les bases. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir tout ce qui est options ensemble. Alors ce que je vais faire, c'est déjà que je vais lancer un projet de construction n'importe lequel, de façon à pouvoir en fait voir toutes les options qu'on va effectuer, changer en direct. Et il s'est lancé plutôt rapidement. Plutôt. Alors on va aller tout simplement dans options. Pour cela on va aller dans l'onglet, enfin dans le petit bouton Revit options. On va à droite de la fenêtre bien sûr. Et là nous avons accès à toutes les différentes options fournies par ce magnifique logiciel qui est Revit. Alors on va commencer, on va les faire de toute façon dans l'ordre et puis on va parler en fur et à mesure. Dans le premier onglet, nous avons tout simplement tout ce qui est notification de synchronisation et d'enregistrement. Donc, une petite différence entre synchronisation et enregistrement. Synchronisation, c'est quand vous travaillez en collaboration avec un modèle central, avec une maquette centrale. On verra ce que c'est plus tard. En général, je vous conseille de mettre la même valeur pour les deux, ou peut-être même mettre une synchronisation un petit peu plus rapide, enfin un peu plus souvent que l'intervalle d'enregistrement. Moi, ça me gonfle d'avoir ça toutes les 30 minutes. Personnellement, j'ai plutôt tendance à mettre 2 heures pour ce qui est de l'enregistrement. Ouais, non, allez, 1 heure, on sait jamais. 1 heure et 1 heure. Voilà, moi je vais mettre 1 heure et 1 heure. Votre nom d'utilisateur. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes connecté à Autodesk 360, vous avez directement votre nom d'utilisateur qui est mis en place et que cette fenêtre-là est grisée. Quand ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de enregistrer votre nom d'utilisateur et de le mettre en place. Ce qui vous permet, lorsque vous avez toujours un travail en collaboration, de pouvoir retrouver vos vues 3D qui vous sont propres et de pouvoir savoir qui est sur quelle partie, quelles sont les modifications qu'il est en train d'effectuer. Donc très important de nommer le nom d'utilisateur de façon, reconnaissable, que ça soit au niveau de l'ordinateur, de différents ordinateurs ou bien des différentes personnes qui travaillent sur un même projet. Le nettoyage des fichiers journaux. Simplement, en fait, vous avez des fichiers qui sont créés à chaque fois que vous sauvegardez, qui s'appellent des fichiers journaux, qui sont des fichiers simplement en fait de sauvegarde antérieure à votre modèle. Donc, vous en avez un certain nombre qui s'effectue à chaque fois que vous faites un enregistrement. Et en fait, tout simplement, quand le nombre dépasse la valeur que vous avez entrée, en fait, il y a une destruction des journaux datant de plus d'un certain nombre de jours que vous pouvez définir. Moi, je vous conseille de laisser ça, ça me semble pas trop mal. Si vous avez beaucoup plus d'espace, bien sûr, je vous dirais plutôt d'augmenter ces deux valeurs sur vos disques. Mais si vous avez moins d'espace sur vos disques, de diminuer ces deux valeurs, ça vous permettra, même si vous avez des grosses maquettes, de ne pas prendre beaucoup de place. La fréquence de la mise à jour du partage de projet, tout simplement, c'est la fréquence à laquelle les informations vont être envoyées au serveur par rapport au changement de la collaboration que vous êtes en train de faire. Donc, je vous conseille de mettre ça de la façon la plus fréquente possible, sauf si votre serveur est complètement en train de surcharger, ou bien que vous travaillez autre part et donc vous utilisez une connexion internet qui n'est pas forcément excellente. Dans ce cas-là, vous pouvez baisser. Je vous conseille de ne pas, surtout pas, passer à une mise à jour manuelle parce que ça fait l'équivalent d'emprunt et c'est un peu la galère pour ce qui est de la collaboration. Et tout ça, j'ai conscience que c'est un petit peu flou. On y reviendra, bien entendu, quand on parlera de la collaboration un peu plus tard. L'option d'affichage, la vue par défaut, tout simplement, en fait, c'est la vue par laquelle vous aurez votre vue par défaut. Moi, je vous conseille de laisser en coordination, comme ça vous verrez tous les éléments. Pardon. Ensuite, vous avez l'interface d'utilisateur. Donc simplement tous les éléments que vous allez avoir ici de manière générale, comment ils vont être affichés et autres. Là vous avez l'affichage de tous les onglets. Je vous conseille de tout laisser, tout simplement.
de remettre le maximum parce que de toute façon ça prend pas beaucoup de place. Je vois pas pourquoi on irait enlever des onglets en particulier. Enfin, peut-être que vous trouverez une raison de les enlever, mais moi je ne trouve pas. Le thème actif, s'il est clair ou il est sombre. Je ne suis pas sûr de l'énorme utilité, étant donné que tout le reste des fenêtres reste clair ou sombre. Ça, c'est encore un petit truc, à mon avis, à regarder et vérifier si jamais il y a des gens d'Autodesk qui m'entendent. Raccourci de clavier, là-dessus on va passer à quelque chose de très important et très intéressant, c'est les raccourcis de clavier. Qu'est-ce qu'un raccourci de clavier? Un raccourci de clavier, selon Wikipédia, non je déconne. Un raccourci de clavier tout simplement c'est lorsque vous allez appuyer sur une ou plusieurs touches simultanément ou les unes après les autres de façon rapide, qui vont vous permettre d'avoir accès à des outils très rapidement. Donc les outils sont déjà affichés, hein, ils existent déjà dans vos onglets ou autres, mais ça permettra d'avoir des raccourcis qui vous permettront d'activer des boutons beaucoup plus rapidement, même si vous n'êtes pas forcément dans le bon onglet, au bon endroit, etc. Ça peut être très utile pour plein de choses, plein de petits éléments. Après, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un projet sans vous occuper des raccourcis clavier. Et lorsque vous faites une tâche qui est un petit peu répétitive pour un truc en précis en particulier, pensez juste à aller regarder dans raccourci clavier et chercher la commande du genre mur. Voilà. Pour créer un mur, il suffit simplement de taper la commande WA, qui vient de wall, je pense. Et donc quand vous irez cliquer sur WA, vous aurez l'outil mur qui va s'activer directement. Pour attribuer de nouvelles touches, c'est tout simple. Vous faites un clic ici, là-dessus vous pouvez attribuer de nouvelles touches ou en supprimer. Vous pouvez importer ou exporter vos commandes, ce qui vous permettra tout simplement de bosser et de pouvoir importer vos commandes sur un autre ordinateur et les exporter vers d'autres ordinateurs, d'autres versions de Revit. Ensuite, vous pouvez filtrer bien sûr toutes ces commandes en fonction de différents éléments. Là, je vous laisserai voir par vous-même tous ces petits trucs que ça. L'option du double-clic. Qu'est-ce que l'option du double-clic? En fait, ça permet tout simplement de savoir ce qui est fait en fonction du double-clic que vous faites. Là à gauche, vous avez l'élément sur lequel vous avez double-cliqué. Et à droite, vous avez l'action qui est déclenchée par le double-clic. Tout simplement. Donc, je vous laisserai là aussi voir ce qui est faisable et pas faisable. Les autres d'infobulle, je vous conseille de les laisser en normal. Élevé, ça va vous embêter plus qu'autre chose. Et puis en aucun, autant les laisser parce que sinon, si jamais ça peut vous donner quelques petites astuces de temps en temps, ça fait pas de mal. La page de fichier récent au démarrage, je vous conseille de la laisser tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait différents onglets qui permettaient d'aller très rapidement chercher des différents projets en place. Et je vous conseille de le garder de façon à pouvoir aller les chercher très rapidement parce que en général on travaille sur maximum 3-4 projets. Le comportement lors du basculement entre onglets, tout simplement c'est quels sont les différents comportements lorsque vous avez basculé entre les onglets. Ouais, je sais, c'est très utile ce que je viens de vous dire. Ça aussi c'est quelque chose à voir et configurer en fonction de vos envies, de la façon dont vous procédez. Voilà. Les graphismes, qu'est-ce que les graphismes? Les graphismes concernent en fait tout simplement tous les éléments qui sont à l'intérieur de votre fenêtre de modélisation et de vos fenêtres de modélisation même. C'est tout ce cadre là que je montre depuis tout à l'heure. Et aussi la mise en place des options matérielles par rapport à votre cadre graphique et aux différents éléments. Je vous conseille toujours d'utiliser l'accélération matérielle, ça ne peut pas faire de mal. La navigation pendant le retraçage aussi. Après, le lissage des lignes à l'aide de l'entrée-crénelage, si jamais vous avez une carte graphique qui a un petit peu de mal, vous pouvez le désactiver. Ensuite, on a tout ce qui est couleur à l'intérieur de la fenêtre.
Moi je vais déjà changer ça. Voilà, j'aime pas avoir la sélection et la présélection de la même couleur. Et l'alerte, je la voudrais en rouge. Voilà. Voilà, je viens de faire mon petit changement. Simplement, l'arrière-plan, c'est ce qu'il y a ici. La sélection, c'est quand vous allez sélectionner un élément. Quels sont les éléments qui sont sélectionnés. La présélection, c'est les éléments sur lesquels que vous allez survoler. Je vais un petit peu plus bleu que ça. Et l'alerte, c'est quand vous allez avoir des problèmes sur certains éléments. Tout simplement. Et bien vous savez quoi, pour ça, je vais vous le montrer. Ici, tout simplement, lorsqu'on va passer au-dessus, ça va s'afficher en bleu. Quand on va le sélectionner, ça va s'afficher théoriquement en vert. On ne voit pas très bien, mais il y a un peu de vert. Est-ce qu'on voit mieux si je sélectionne notre point? Voilà, c'est sélectionné en vert. Et si jamais il y a une erreur que je ne saurais produire là tout de suite, vous aurez l'erreur qui sera affichée en rouge pour les différents éléments. Les emplacements de fichiers, quelque chose d'assez important. Tous les emplacements de fichiers sont marqués en fait ici. Ça vous permet d'accéder aux différents éléments que vous avez, dont les gabarits de construction au démarrage. Gabarit de construction, on va le voir juste après. Qu'est-ce qu'un gabarit de construction? Ou bien vous l'aurez vu avant, mais c'est pas grave. C'est tout simplement ici l'endroit auquel vous pouvez mettre, donc les ajouter ou les retirer, pour pouvoir permettre de mettre en place directement vos nouveaux projets de façon rapide en ayant juste un bouton appuyé. Donc si vous travaillez sur plein de projets très rapidement, ça peut être utile de les remplacer. On verra comment les remplacer plus tard. Le chemin par défaut des fichiers utilisateurs, c'est là où va s'enregistrer et vous allez chercher vos éléments au début. Le chemin par défaut des fichiers gabarit famille Revit, c'est là où sont rangées toute votre bibliothèque. Donc on verra comment la mettre ailleurs et surtout comment ajouter des éléments à votre bibliothèque et comment la ranger, parce que moi j'ai une façon un petit peu différente d'Autodesk de la ranger. Le chemin racine des nuages de points, ça on va avoir une grosse discussion sur les nuages de points, on verra plein de choses parce que j'ai eu une très bonne formation sur les nuages de points, je veux dire. Donc ça on verra ensemble pour ce qui est des nuages de points, qu'est-ce que c'est et tout. Donc là c'est juste le chemin racine des nuages de points, où est-ce qu'on va aller les chercher. Dans emplacement en plus vous avez différents éléments, donc les bibliothèques d'éléments métriques ou non métriques, etc. Ensuite, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, parce que ça fait déjà 12 minutes et quelques qu'on se parle, et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.